Elle veut le divorce, c'est la première chose qu'Émilie me dit quand je franchis le seuil de la porte, sans avertissement, sans discussion, juste ces 4 mots. Je suis abasourdi. Bien sûr, on avait nos problèmes ces derniers temps, on se disputait plus qu'à l'accoutumée, d'accord, mais je pensais que c'était juste une de ces crises passagères que tous les couples traversent. Je n'avais aucune idée qu'elle avait déjà tourné la page sur nous. On était ensemble depuis presque 7 ans, mariés depuis 5, et on avait une fille de 4 ans, Lucie, que j'adorais. Pour moi, on gérait juste le stress quotidien, des trucs ordinaires qu'on pouvait surmonter. Mais apparemment, elle avait déjà tout décidé. Émilie était glaciale à ce sujet, elle avait tout planifié, elle voulait la maison à Paris, la voiture, et pour couronner le tout, elle réclamait une pension alimentaire. C'était un coup de poignard en plein cœur. J'étais déjà en train de payer presque tout, j'avais travaillé dur toute ma vie pour qu'on soit à l'aise, alors pourquoi agissait-elle comme si je ne contribuais pas assez? Mon avocat m'a dit de ne pas le prendre personnellement, que c'était courant pour les ex-épouses de viser le maximum dans un divorce, mais ça ne me semblait pas normal. Ça ressemblait à une trahison pure et simple. J'ai essayé de lui faire entendre raison, je lui ai rappelé que je payais déjà les frais de Lucie, la mensualité de l'hypothèque, les traites de la voiture, même la plupart des courses au marché. Mais elle s'en fichait, elle voulait que tout soit gravé dans le marbre légalement, pour que je doive lui verser une somme chaque mois comme une facture. Elle ne voulait pas juste l'essentiel, elle voulait le contrôle, elle voulait vider tout ce que j'avais bâti, comme si j'étais un inconnu qui ne comptait plus. Et le pire, elle voulait limiter mon temps avec Lucie. On avait convenu que je la verrais tous les week-ends, mais maintenant Émilie voulait me réduire à un week-end sur 2, juste 2 par mois. Je n'en revenais pas. Lucie était mon univers, et l'idée de ne plus la voir tous les week-ends me donnait l'impression de tout perdre ce qui comptait. J'ai dû me battre pour conserver mes week-ends habituels, et laissez-moi vous dire que ce n'était pas facile. La première fois qu'elle m'a déposé Lucie après qu'on ait fixé le planning, je sentais la tension dès qu'elle s'approcha de la porte de mon petit appartement à Montmartre. Émilie m'a à peine regardé, n'a pas dit un mot sauf pour me tendre le sac de Lucie. Elle me fixait avec cette expression que je connaissais bien, froide, rancunière. Elle me l'a passé comme si elle me refilait un sac de provisions, pas notre fille. Elle a même eu l'audace de me dire de ne pas la coucher trop tard, comme si elle avait encore son mot à dire sur ce que je faisais avec ma propre enfant. Puis elle a tourné les talons et s'est éloignée sans un au revoir pour aucune de nous deux. Une fois Lucie installée à l'intérieur, une vague d'épuisement m'a submergé. Je bossais les week-ends pour joindre les deux bouts, et avoir Lucie tous les week-ends signifiait que je devais réduire mes heures de travail, mais il n'était pas question que je renonce à ce temps avec elle, pour rien au monde. Émilie pouvait bien effacer notre mariage et passer à autre chose, mais Lucie était la seule chose que je refusais de lâcher. Tout ça me faisait tourner la tête, mais je me répétais que j'allais m'en sortir. C'était dur, bien sûr, mais je ferais en sorte que ça marche. J'y étais obligé. Une fois le divorce réglé, la réalité de ma nouvelle vie m'a frappé de plein fouet. Tous les week-ends avec Lucie, que j'avais arraché à force de combat, mais jongler entre être là pour elle et garder mon boulot à l'agence de publicité à Lyon se révélait presque impossible. Je travaillais toute la semaine, et ensuite je devais tout lâcher pour aller la chercher le vendredi soir, la garder tout le week-end et être de retour au bureau le lundi matin. Ça m'usait, mais c'était ma gamine, je n'allais pas reculer sur notre temps ensemble. Émilie savait ce que ça me faisait, elle le savait forcément. Je payais encore les factures, les charges de la maison, même si j'avais déménagé dans un studio minuscule pour assumer la pension alimentaire. Mais ça ne lui suffisait pas. Tous les mois, à heure fixe, elle réclamait son dû. Mon avocat disait que c'était comme ça, mais j'avais tout fait comme il fallait et pourtant, j'avais l'impression de tout perdre. Si je ratais ne serait-ce qu'un versement, Émilie me tombait dessus. Un lundi, après un week-end complet avec Lucie, je suis arrivé au boulot à moitié mort, en espérant juste survivre à la journée. C'est là que mon patron m'a pris à part. Il m'a dit que mes week-ends off devenaient un problème, que mes performances baissaient. J'ai essayé d'expliquer, je lui ai raconté tout, le divorce, la garde, le reste. Mais il a secoué la tête et m'a dit, on a tous nos galères, mais le boulot doit être fait. J'ai continué à pousser, à essayer d'équilibrer tout ça, mais 2 mois plus tard, j'ai reçu la nouvelle que je redoutais, mon patron m'a convoqué dans son bureau et m'a annoncé qu'il me licenciait. 15 ans de boulot acharné, comme ça. Ils ne m'ont même pas laissé une chance de me rattraper. J'étais sonné, mais je n'avais pas le temps de m'apitoyer. J'avais des factures à payer,
une maison à entretenir d'une façon ou d'une autre, et ce chèque mensuel pour Émilie et Lucie. Sans job et avec les économies qui fondaient à vue d'œil, j'ai cherché du travail comme un fou. Sur Internet, dans les journaux, rien ne mordait. Les offres étaient ridicules, serveur en brasserie au SMIC, ça n'allait pas couvrir l'hypothèque, encore moins la pension. Mais le pire, c'était de savoir que si je ne payais pas, Émilie me mettrait la pression et que je risquais de tout perdre pour Lucie et moi. 4 mois ont passé sans rien de concret. Mes économies étaient presque à sec, et j'ai raté quelques versements. Je n'ai rien dit à Émilie pour mon licenciement, je ne voulais pas l'entendre geindre, ne voulais pas qu'elle me le jette à la figure. Mais bien sûr, dès que l'argent a cessé d'arriver, elle m'a appelé en hurlant, me demandant pourquoi c'était en retard. J'ai essayé d'expliquer que je cherchais du boulot, que c'était dur, mais elle n'en avait rien à faire. Elle se souciait juste que l'argent ne soit pas sur son compte. Je savais qu'elle porterait plainte, et franchement, ça ne m'a même pas surpris. J'étais déjà au fond du trou. Et puis, quelques jours plus tard, il y a eu un coup violent à ma porte. J'ai ouvert, sachant déjà ce qui m'attendait, et l'huissier n'a même pas eu besoin d'expliquer. Ils m'ont arrêté pour non-paiement de pension alimentaire. C'était 6 heures du matin quand les coups à la porte m'ont réveillé en sursaut. Je n'ai même pas eu à deviner qui c'était. Je savais. J'ai ouvert sur 2 gendarmes, expression grave, me demandant si j'étais bien qui j'étais. J'ai hoché la tête, et avant que je m'en rende compte, ils m'expliquaient mes droits, m'annonçant que j'étais en garde à vue pour pension alimentaire impayée. C'était surréaliste. Bien sûr, je savais que j'étais en retard, mais ça ressemblait à un cauchemar. Je pensais qu'ils me donneraient juste un avertissement, me convoqueraient au tribunal ou un truc comme ça, mais non, menottes directes sur le pas de ma porte. Sur le trajet au commissariat, je ne pensais qu'à Lucie. Comment allais-je lui expliquer ça? Comment lui dire que son papa avait été emmené en prison parce qu'il n'arrivait plus à payer pour elle? Rien ne semblait juste. J'avais tout fait pour tenir ma vie après le divorce, mais c'était le coup de grâce. Ils m'ont fichu en cellule, pris mes fringues, mes chaussures, mon portefeuille, tout ce qui faisait de moi, et m'ont filé une tenue orange. Puis ils m'ont conduit en détention provisoire. Je me suis assis, essayant de digérer, entouré de types qui avaient vraiment commis des délits. Tout ce que je pouvais penser, c'était « je n'ai rien à faire ici. Je suis là parce que j'ai perdu mon job, pas parce que je suis un criminel. » Mais personne n'en avait rien à faire. Comme c'était le week-end, ils m'ont dit que je ne verrais pas le juge avant lundi. Ça voulait dire 2 jours coincés là. J'ai essayé de rester dans mon coin, assis sur ce banc en métal froid, fixant le sol pour ne pas craquer. Mon esprit revenait sans cesse à Émilie, sachant qu'elle se sentait sûrement triomphante, pensant qu'elle avait gagné cette guerre tordue. Et Lucie, je n'avais aucune idée de ce qu'on lui avait dit, ou si elle savait où j'étais. Ça faisait plus mal que tout. Lundi, j'étais épuisé, mentalement et physiquement. Je n'avais presque pas dormi tout le week-end, rongé par l'angoisse de ce qui allait suivre. Ils m'ont enfin amené devant le juge, et il m'a condamné à 5 mois au centre de détention du département. 5 mois pour des impayés que je ne pouvais pas honorer parce que j'avais perdu mon boulot en essayant d'être là pour ma fille. Pas une once de compassion, pas un mot sur mes efforts, juste la sentence, et affaire classée. Une fois au centre de détention, les choses étaient encore pires. Ils m'ont jeté avec une bande de mecs qui se fichaient de pourquoi j'étais là. J'ai gardé la tête baissée, peu parlé, et suivi une routine, manger, dormir, faire du sport, recommencer. Je ne cherchais pas d'amis, mais j'ai fini par croiser d'autres types là pour la même raison, incapables de suivre la pension alimentaire. C'était étrangement réconfortant de savoir que je n'étais pas seul, mais ça n'allégeait pas ma situation. Chaque jour, je pensais à Lucie. Je détestais ne pas pouvoir être là pour elle, et même si je ne le savais pas encore, je craignais qu'Émilie lui bourre le crâne avec une histoire comme quoi je l'avais abandonnée. J'essayais de me concentrer sur le jour, comptant les mois, tête baissée pour éviter les emmerdes. Mes parents m'envoyaient des lettres et venaient me voir quand ils pouvaient, pour me remonter le moral. J'appréciais, mais ça me faisait juste plus manquer Lucie. À la fin de chaque nuit, j'étais crevé au-delà du possible, mais au fond de moi, j'avais ce sentiment que ce n'était pas fini. Il y avait un moyen de sortir de ce merdier, de remettre les choses en ordre. Je ne savais pas comment, mais d'une façon ou d'une autre, j'allais remettre ma vie sur les rails, pour moi et pour Lucie. Un jour, quelques semaines après le début de ma peine, j'ai reçu une lettre. Au début, je pensais que c'était encore une de mes parents,
mais en voyant le nom Bruno sur l'enveloppe, mon cœur s'est mis à cogner. Bruno était un vieil ami, un ami commun à Émilie et moi. Je n'avais pas de nouvelles depuis des années, pas depuis un barbecue d'été qu'on avait organisé il y a 2 ans, à la campagne près de Versailles. Je me rappelais qu'il était un peu bizarre ce jour-là, comme s'il cachait quelque chose, mais je n'y avais pas prêté attention. Et voilà qu'une lettre de lui, comme ça, alors que j'étais en tôle, sans savoir à quoi m'attendre. Je l'ai ouverte, et ces mots m'ont frappé comme un mur. Il avait entendu parler de ma situation, le divorce, la pension, et que j'étais en prison à cause de ça. Il disait qu'il s'était tu longtemps parce qu'il ne voulait pas s'en mêler, mais qu'il ne pouvait plus se taire. Et puis il a lâché la bombe, Émilie me trompait depuis des années. Elle voyait un autre depuis avant même la naissance de Lucie. Le type avec qui elle était maintenant, celui pour qui elle m'avait quitté, n'était pas un nouveau mec au hasard, il était là depuis le début. J'étais estomaqué, les mots sur la page se brouillaient, mais je me forçais à continuer. Bruno ajoutait qu'il pensait que je devrais faire un test de paternité, qu'il y avait de fortes chances que Lucie ne soit pas de moi. Je pouvais à peine le digérer. J'aimais Lucie plus que tout, c'était ma fille, ma petite, mais maintenant ce doute s'insinuait, une chose à laquelle je n'avais jamais pensé. Je serrais la lettre si fort qu'elle a failli se déchirer. C'était comme si mon monde basculait encore. Après l'avoir lu, je ne pouvais plus penser droit. Mon esprit repassait en boucle chaque dispute, chaque excuse bidon d'Émilie, chaque soir tard où elle rentrait du supermarché. Des trucs qui n'avaient pas de sens avant cliquer soudain, mais pas comme je l'aurais voulu. Je ne pouvais pas chasser les images d'elle en train de me tromper, de faire comme si de rien n'était en me mentant en face tous les jours. Je savais ce que j'avais à faire, je ferais ce test dès que je sortirais. J'allais découvrir la vérité, peu importe la douleur. Je n'allais pas continuer à payer la pension et à morfler si Lucie n'était même pas de moi. Je me sentais trahi à un niveau inédit, comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. Mais en même temps, une nouvelle détermination montait, si elle m'avait menti sur Lucie, si elle m'avait utilisé tout ce temps, j'allais lui faire payer. Le reste de mon temps en prison a changé après cette lettre. Je n'étais plus juste un mec vaincu qui survivait au jour le jour, j'avais une mission. Je gardais la tête baissée, évitais les ennuis, et attendais ma sortie. Quand mes parents venaient, je n'ai rien dit de la lettre, rien sur ce que j'avais appris. Ils s'inquiétaient déjà assez comme ça. Mais dans ma tête, tout tournait autour de ce test. C'était devenu mon unique focus, la seule chose qui comptait, découvrir la vérité. Je n'étais pas sûr de comment je réagirais si c'était négatif. Lucie restait Lucie, la petite que j'avais élevée, qui me regardait avec ses grands yeux confiants tous les week-ends. Mais la possibilité qu'elle ne soit pas de moi, après tout ce qu'Émilie avait fait, je ne pouvais pas l'ignorer. Alors je me disais que, une fois dehors, j'irais voir un avocat, organiserais le test de paternité, et obtiendrais enfin les réponses que je méritais. Cette lettre de Bruno avait tout changé, je le savais dès que je l'avais lue. Quand je suis enfin sorti, je n'ai pas perdu de temps. Mon esprit était verrouillé sur une chose, ce test. J'ai trouvé un avocat qui avait l'air vif et prêt à prendre mon affaire. Je lui ai tout expliqué, ma peine de prison, les exigences d'Émilie, et bien sûr la lettre de Bruno. Il a écouté attentivement, hochant la tête, et m'a dit qu'on ferait le test de paternité le plus vite possible. On a fixé une audience pour aborder non seulement la pension, mais tout le bordel qu'Émilie m'avait infligé. Le jour du test, je suis arrivé, et Émilie était déjà là avec Lucie. Elle avait l'air furieuse, bras croisés, comme si elle pouvait encore me faire culpabiliser. Je m'en fichais, j'en avais fini d'être celui qui se sentait mal. Je me concentrais sur Lucie, dès qu'elle m'a vu, elle a éclaté en un grand sourire et s'est précipitée vers moi, enroulant ses petits bras autour de ma taille. Ça m'a retourné. Je ne vais pas mentir, j'avais passé des années à la croire ma fille, à l'élever, à l'aimer, et maintenant j'allais savoir si c'était vrai. Mais à cet instant, je l'ai serré en retour, embrassé le front et lui ai dit que je l'aimais. Quand je l'ai relâché, je l'ai rendu à Émilie, qui avait l'air de vouloir filer au plus vite. 2 semaines. C'est le temps que j'ai dû attendre les résultats, et c'était les 2 semaines les plus longues et sans sommeil de ma vie. Chaque jour, je me regardais dans la glace et voyais ces cernes noires qui ne partaient pas. Mon esprit tournait en boucle, qu'est-ce que je ferais si elle n'était pas de moi? Pourrais-je le supporter? Je l'avais quasiment élevée, et l'idée de la perdre me déchirait. Mais en même temps, si elle n'était pas de moi, je ne pouvais pas laisser Émilie s'en tirer après tout ce qu'elle avait fait. Enfin,
L'enveloppe est arrivée. Je me souviens être resté planté dans mon salon à la fixer, presque trop peur d'ouvrir. Je me suis assis, les déchirés et forcé à regarder le papier, 0,0%. Je n'étais pas son père. Comme ça, les 4 dernières années avec Lucie semblaient arrachées. Je ne sais même pas si j'ai lâché le papier, mais il était par terre, et je restais là à le fixer, sentant comme si on m'avait glacé les entrailles. J'avais aimé cette petite comme la mienne, pour découvrir que non. Une fois remis, j'ai appelé mon avocat, lui ai dit les résultats et annoncé que je voulais avancer sur tout ce qu'on avait discuté. Je voulais attaquer Émilie pour fraude, dommages émotionnels, pour toute la pension que j'avais versée. Mon avocat était partant et m'a dit qu'il lançait les papiers. J'avoue qu'une partie de moi se sentait un peu vengée, sachant que je ripostais enfin. Mais même après cet appel, je ne pouvais pas chasser le sentiment de perte. J'étais prêt à reprendre ma vie, mais perdre Lucie, je ne l'avais pas prévu. Émilie m'avait volé des années que je ne récupérerais jamais, et Lucie ne comprendrait probablement jamais ce qui s'était passé. Mais cette fois, je n'allais pas laisser Émilie gagner. Elle m'avait trompé, traîné en enfer, et pourquoi? Une chose était sûre, j'allais obtenir une forme de justice, quoi qu'il en coûte. Le jour de l'audience est enfin arrivé, et j'étais prêt. J'avais traversé tant de choses, la prison, les mensonges, la perte de mon job, et le pire, découvrir que Lucie n'était pas biologiquement de moi. Je suis monté dans le taxi, sentant ce mélange de nerfs et de détermination. Tout ce que je pensais, c'était ce que j'allais dire, comment j'allais enfin exposer Émilie pour ce qu'elle m'avait fait, à Lucie, à nous deux. Je voulais juste que la vérité éclate au grand jour, pour une fois. Quand je suis entré dans le tribunal, mon avocat m'a accueilli à la porte, m'a briefé sur le plan et m'a dit de rester calme, qu'il gérerait la parole. Émilie était déjà assise, plus soignée que jamais, mais ses yeux la trahissaient, elle savait ce qui l'attendait, même si elle essayait de le cacher. Le procès a commencé, et Émilie a passé en premier. Elle a juré qu'elle n'avait pas su qui était le père de Lucie à l'époque, qu'elle avait cru que c'était moi et qu'elle n'avait pas voulu briser notre famille. Elle a essayé de se faire passer pour une héroïne, disant qu'elle avait gardé le secret pour nous protéger, pour Lucie. C'était incroyable de la voir tordre la vérité pour se victimiser. Puis mon avocat s'est levé, et c'était à nous. Il a tout déballé, la lettre de Bruno, le test de paternité, les années de pension que j'avais payées pendant qu'elle en profitait. Il a même révélé que le copain d'Émilie, Clément, était le père biologique de Lucie, et qu'elle avait touché des pensions des deux côtés. À ce moment, j'ai vu son visage s'effondrer, elle réalisait qu'il n'y avait plus moyen de s'en sortir. Le juge a écouté pendant que mon avocat présentait les preuves, les reçus, les versements, la fraude évidente. Ce n'était pas juste qu'elle m'avait menti, elle avait menti à 2 hommes, nous avait manipulés et avait soutiré chaque euro possible. Quand le juge a enfin pris la parole, il a été clair, il voyait tout pour ce que c'était. Il a regardé Émilie droit dans les yeux et dit qu'elle avait commis une fraude, un crime grave. Puis est venu le moment que j'attendais, le juge a statué qu'Émilie devrait non seulement rembourser la pension que j'avais versée, mais qu'elle irait en prison pour fraude. 3 ans. En l'entendant, je n'y croyais presque pas. Émilie, qui m'avait fait vivre l'enfer, allait enfin en payer le prix. Je pensais que je ne ressentirais que de la satisfaction, et c'était le cas au début. Mais en la voyant emmener, la réalité m'a rattrapé. Lucie, qui m'avait connu comme son papa toute sa vie, allait perdre sa maman aussi. J'avais gagné au tribunal, d'accord, mais ça ne rendait pas le chaos qu'elle avait créé plus facile pour Lucie. Le juge m'a accordé la garde principale de Lucie, vu qu'Émilie allait en prison et que Clément ne se manifestait pas pour assumer. En fait, Clément s'est vu coller une pension alimentaire moindre pour couvrir les besoins de Lucie, que je gérerais désormais. Et me voilà, debout dans ce tribunal, avec une victoire légale, mais l'impression d'avoir mené une guerre et d'être resté avec les morceaux d'une famille brisée. La décision finale du juge me donnait la garde de Lucie, et aux yeux de la loi, j'étais toujours son père. Elle n'était peut-être pas de mon sang, mais c'était ma fille en tout ce qui comptait. La tromperie d'Émilie avait failli nous détruire tous les deux, mais au final, je savais que j'avais obtenu ce que je voulais vraiment, Lucie était encore à moi. En quittant le tribunal, je sentais ce mélange bizarre de soulagement et d'épuisement. J'avais récupéré ma vie, ou du moins une partie, et je savais que je ferais tout pour que Lucie ait un bel avenir.